Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Et comme chaque vendredi soir à 19h20, les actus qui font bouger la France. Est-ce qu'on peut vraiment en finir avec la haine en ligne ? Cette haine en ligne qui devient virale et qui a conduit, d'une certaine manière, ce n'était pas le seul phénomène, à la mort de Samuel Paty il y a maintenant une semaine. On en parle avec nos deux invités. Tom Conan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, écrivain, auteur du livre Radical, publié chez Albin Michel. On accueille également Maxime Thiebaud. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Vous êtes docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Je le disais, la haine en ligne qui est indissociable malgré tout de ce qui est arrivé à Samuel Paty, dans la mesure où l'enseignant, avant de rencontrer de manière tragique son assassin, fait l'objet d'une campagne de haine qui est devenue virale, lancée par un parent d'élève, le traitant de voyou, puis ensuite donnant son nom, ce qui a permis de l'identifier et en quelque sorte, de coller une cible sur son dos. Aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castex a promis d'intensifier ses efforts justement pour lutter contre la haine en ligne. Il annonce que ce sera prioritaire. Il compte notamment, dit-il, renforcer la plateforme Pharos, P-H-A-R-O-S. C'est cette plateforme à laquelle vous pouvez, n'importe qui, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, signaler n'importe quel message qui vous paraît appelant à la haine sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça suffit, Maxime Thiebaud ? Non, ça ne suffit pas naturellement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on voit un manque criant de moyens. Tout simplement. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est magnifique. Ça a permis à tout le monde, dans le monde entier, et en tout cas en France, de pouvoir s'exprimer librement et de faire passer un message. Donc c'est le plus bel exercice de liberté d'expression. Le problème derrière, c'est qu'il est très mal encadré. Bon, on y reviendra certainement. Moi, je note que la réponse que veut faire le gouvernement, et on l'a vu à travers la loi Avia, pour venir encadrer les réseaux sociaux, c'est d'utiliser la censure. Et dans l'histoire, on a toujours eu recours à la censure lorsqu'on ne sait pas utiliser d'autres moyens. Et le Conseil constitutionnel a très bien réagi, a retoqué la loi Avia. Cette loi Avia qui disposait deux systèmes. Ouais. Le premier, c'est que lorsque l'administration, l'autorité administrative demandait à un réseau social de supprimer un contenu à portée pédopornographique ou bien discriminatoire, il me semble. Oui. Le réseau social avait 1 heure pour le faire, sinon il y avait une amende de 250 000 €. Voilà. La deuxième technique, c'était si une personne, un internaute lambda dénonçait un contenu haineux ou manifestement illicite, c'était manifestement illicite le terme dans la loi, sur un réseau social, le réseau social avait 24 heures pour le supprimer. Le Conseil constitutionnel, à juste titre, a censuré ces deux dispositions en disant que le problème, c'est que le juge judiciaire, garant des libertés, ne pouvait pas intervenir pour dire attention, là, on a une mainmise de l'État dans la censure. Et le vrai problème, c'était là. C'est-à-dire qu'en réalité, si cette loi était passée, on aurait eu une censure automatique de tous les contenus que l'autorité administrative aurait dénoncés. Alors ça pose quand même une autre question, malgré tout. Parce que vous dites... En gros, le Conseil constitutionnel a justifié le fait qu'il fallait faire intervenir la justice et que ça ne pouvait pas être les agents de l'État, donc ceux qui obéissent au gouvernement, de par le droit, qui prennent une décision pareille. Sauf que du coup, on fait quoi ? Ça veut dire qu'on va demander à un juge de se prononcer sur la suppression d'une photo pédophile d'une gamine de 6 ans ? Non, mais là, alors... Pour les photos pédophiles, on peut trouver une mesure un peu plus intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut laisser un temps un peu plus élevé. Bon, mais le juge peut intervenir aussi en référé. On peut créer une procédure plus rapide avec des juges qui interviennent de manière plus rapide. Et on peut aussi créer davantage de place sur le plan judiciaire avec des personnes qui seraient des juges spécialisés dans ces questions-là, avec des moyens, avec une réactivité à 24 heures, etc. Et pourquoi on a besoin... Question toute bête. On va revenir d'ailleurs sur les appels à la haine. Mais pourquoi, quand vous vous baladez dans la rue, vous voyez un acte qui vous paraît complètement illégal, vous faites appel à la police, pas au juge. Pourquoi, s'il y a un acte illégal sur les réseaux sociaux, par exemple, là, il faut faire appel au juge pour le suivre? La police, elle intervient dans le cadre légal d'une autorité de police judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République. Et si un dossier est instruit, ensuite, il est transmis au juge judiciaire. Mais pardon, il y a un flagrant délit. Je vous donne un exemple. La sanction, elle ne se fait pas en dehors du contraventionnel. Je veux dire, en dehors du contraventionnel, elle se fait pas sans intervention du juge. Il y a un élément là qu'on a, je suis globalement d'accord avec ce que dit Maxime, mais un élément qu'on n'a pas évoqué,
expliqué, c'est que en fait toutes les données, tous les éléments sont entre les mains des réseaux qui gèrent la diffusion de ces informations-là. Tout à fait. Donc effectivement, quand on est dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui appelle la police et qu'il y a une flagrance et qu'on met cette personne en prison, en tout cas qu'on l'arrête, on la met en garde à vue, c'est entre guillemets facile de ce point de vue, en tout cas théoriquement. Là, à partir du moment où vous savez qu'il y a quand même des milliards d'informations qui sont lancées sur les réseaux sociaux chaque seconde, si on additionne l'ensemble des réseaux, quand on voit les stories, le fil d'actualité classique, etc. Donc il y a un nombre potentiel d'atteintes aux droits aux Français ou aux droits européens ou à d'autres droits pour d'autres personnes, voilà, qui sont potentiellement visibles et effectivement répréhensibles. Et donc en fait, c'est impossible tout simplement d'avoir une autorité de police dans l'ensemble des États qui puisse effectivement regarder chaque message. Pas plus que c'est possible d'avoir assez de juges pour se prononcer sur tel tweet ou tel message sur Facebook disant tu es une prostituée, je vais rester poli et on va venir t'égorger un jour. Ce genre de choses, on les voit sur les réseaux sociaux. Mais en fait, le vrai problème, pour poursuivre là-dessus, c'est qu'en réalité, c'est donc les réseaux qui ont la main mise, parce qu'en fait, c'est eux qui ont accès aux données. C'est leur propre réseau. Il ne faut jamais oublier que ces réseaux, c'est des réseaux qui sont tous des entreprises privées, qui posent d'ailleurs une vraie question. À un moment donné, je veux dire, vu la prédominance et l'impact que ces réseaux ont sur la société et dans la vie des gens, Facebook, Google, et le fait qu'encore une fois que ces données puissent être vraiment privatisées en elles-mêmes, même s'il y a des collaborations évidemment quand il y a ensuite des délits par exemple qui sont commis bien entendu, mais ça se fait effectivement avec un grand décalage. Donc le vrai problème c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'une entreprise privée est juge d'actes aussi graves que l'incitation à la haine, la diffamation, etc. Alors vous vouliez réagir, Maxime Thiebaut, juste avant. Je dis, dans quelques secondes, on reviendra aussi sur ce qui a déclenché, par exemple, l'assassinat de Samuel Paty. Parce que pour le coup, il n'y avait pas c'est parti d'une vidéo dans laquelle il n'y avait pas dit on va venir t'égorger ou te décapiter. Non, c'était un parent d'élève qui disait ce prof est un voyou, qui a donné son nom effectivement à la fin et qui a dit c'est scandaleux, il faut que vous mobilisiez. Mais là, il n'y avait pas d'appel à la violence caractérisée et pourtant on se rend compte que ce genre de message-là, c'est particulièrement dangereux. Donc on va y revenir dans quelques instants. Oui, moi je pense que l'intermédiaire à la censure ou à la liberté qui n'est pas contrôlée, c'est la responsabilité. Et dans tous les systèmes, à chaque fois qu'on s'est retrouvé devant une nouvelle liberté, quand il y a eu l'imprimerie qui a été mise en place, on était perdu. À chaque fois qu'on a eu un nouveau système, on a commencé par vouloir le censurer avant de se rendre compte qu'on pouvait responsabiliser. Et moi je pense que par la responsabilité, elle repose sur deux pieds. Le premier, c'est de dire quand vous allez sur un réseau social, vous êtes identifié. Vous êtes obligé de fournir votre identité réelle. Donc vous êtes contre l'anonymat? Je suis contre totalement l'anonymat. Après, on peut avoir des pseudonymes. Ça peut exister, mais il n'y a pas d'anonymat au regard du réseau social. C'est-à-dire que le réseau social a une capacité de savoir qui est derrière. Et le deuxième pied, derrière la responsabilité, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on a des vraies formations aux réseaux sociaux, notamment chez les jeunes, pour leur dire attention, si vous commettez demain un délit, si vous insultez quelqu'un, vous incitez à la haine, derrière, il y a le pénal. Et vous retrouvez devant un juge, c'est quand même autre chose qu'être caché derrière son ordinateur à insulter tout le monde. Sauf que si on fait ça, et si on fait une formation avec une menace, notamment de rappel à la loi, il faut aussi qu'on ait les moyens d'appliquer ce genre de sanctions. L'école est là pour ça. On parle de la liberté d'expression, c'est très bien. N'importe qui va sur Twitter, regardez Twitter depuis une semaine. Enfin, c'est absolument abject et ça vient d'à peu près tous les camps. Parce qu'il n'y a pas que des islamistes qui appellent à la violence et voire au meurtre sur Twitter. Et y compris d'ailleurs par moments sur nos réseaux sociaux, à nous sur Sud Radio, vous voyez beaucoup par exemple, non pas d'appel à la violence, mais beaucoup d'insultes, ça arrive tout le temps. Donc on va y revenir dans quelques instants avec tous les deux, avec vous notamment Tom Conan, restez avec nous, Maxime Thiebaut également. Comment on peut en finir avec la haine en ligne? D'abord, la haine en ligne, elle commence où? Parce qu'on parle de censure et de liberté d'expression, on a raison. Est-ce qu'on a le droit de dire, monsieur, ce que vous venez de dire, c'est lamentable, c'est débile, vous êtes un abruti? Ça, on a le droit ou pas? On va se poser la question justement. Est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un, monsieur, vous êtes un voyou? On serait porté à dire oui, sauf que c'est comme ça que ça a commencé et ça s'est terminé par l'assassinat de Samuel Paty. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Épargnez-vous les frayeurs sur la route cet automne. Avec de nouveaux pneus et Point S, ce ne sera pas sorcier. Jusqu'au 14 novembre, Point S offre jusqu'à 100 € pour l'achat de pneus Bridgestone en 18 pouces et plus. Pas de stress, il y a Point S. Voir conditions sur .s.fr. Conforama, le confort pour tous. La saison des soirées pyjama est ouverte. Ça tombe bien, la télé connectée Android TCL 139 cm UHD est à 399 €. 100 € de remise? Vite, mon plaid. Conforama, jusqu'au 25 octobre, conditions sur conforama.fr. Sud Radio. Dans la Haute-Garonne. À Revel, sur 104.7. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Ah, tu feras gaffe, il y a une marque sur ta parka. Hein? Où ça? Je vois pas.
Ah, et sur tes chaussures aussi. Hein? Y a rien. Si, là, t'étais chez Intersport. Ah, ok, c'est Marc. Ah, très drôle. Ah, je t'en prie. C'est les Sporting Days chez Intersport. Jusqu'au 25 octobre, bénéficiez de 30% de remise sur une sélection de produits de grandes marques. Conditions et magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponibles. Une tronçonneuse professionnelle au meilleur prix, c'est maintenant chez Husqvarna. Que vous soyez particulier, agriculteur ou forestier, les offres Husqvarna sont faites pour vous. Et actuellement, on vous propose une année de garantie supplémentaire pour 1 € seulement. Retrouvez le revendeur près de chez vous sur husqvarna.fr. Husqvarna, pour une journée de travail idéale. Et si vous choisissiez un forfait pro avec plein de gigas pour gérer votre activité? Moi, en tant que cliente Orange Pro, je peux profiter d'une vraie réduction sur un téléphone dernière génération en faisant reprendre l'ancien. Et moi, Orange vient directement le récupérer sur mon lieu de travail. Quel gain de temps. Et le temps, c'est... de l'argent. Ouais. Avec les forfaits Performance Pro et Orange Reprise adaptés aux pros, équipez-vous à moindre coût. Rendez-vous sur orangepro.fr. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. On l'a vu récemment, être bien équipé en informatique, c'est très important. C'est exactement pour ça que Leclerc s'engage à vous rendre accessible le meilleur équipement. Et ça donne quoi? Mais ça donne le samedi 24 octobre, c'est-à-dire 20% de réduction immédiate sur tous les PC portables et fixes et accessoires de la marque HP. 20% de réduction immédiate. Mais c'est seulement le samedi 24 octobre. Hors moniteur, imprimante, cartouche d'encre et bagagerie, voire conditions de garantie en magasin, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Et en particulier les actus qui font bouger la France. Peut-on vraiment en finir avec la haine en ligne? Le Premier ministre Jean Castex annonce un renforcement notamment de la plateforme gouvernementale Pharos, chargée de faire retirer les contenus appelant à la haine ou à la violence. Question qui coûte cher pour le coup. Où commence la haine en ligne? Où s'arrête la liberté, ce qui relève de la plus pure liberté d'expression? Par exemple, est-ce que j'ai le droit, moi, Tom Conan, de dire vous êtes un abruti, vous êtes débile, ce que vous venez de faire est débile? Oui, fondamentalement, en tout cas, moi, je ne serais pas pour militer, je ne serais pas pour faire un procès contre ce type de propos. La liberté, elle est quand même importante, effectivement, elle est sans doute un peu exagérée et parfois hystérisée sur les réseaux, c'est incontestable, moi qui les utilise quotidiennement. Après, c'est vrai qu'il faut avoir soi-même une propre politique, on pourrait dire, d'ignorance vis-à-vis de certains propos qui, on pourrait dire, peuvent être violents mais n'ont pas forcément d'incidence. Ouais. Et effectivement, quand il s'agit de propos qui peuvent avoir des conséquences ensuite directes sur la vie d'autrui, sur l'atteinte aux personnes, aux biens, etc. Et comment on les qualifie, ces propos-là? Après, il peut y avoir diffamation, effectivement. Si vous dites quelque chose qui peut attenter à l'honneur, par exemple, si je suis traité de, de pédophile, d'escroc, de je sais pas quoi, là, il y a une atteinte à l'honneur. C'est une diffamation. Donc là, oui, potentiellement, ça peut être quelque chose qui peut engager une action en justice. Je vais vous prendre deux exemples bien différents. Vous avez eu d'abord Samuel Paty, qui a fini par être assassiné à cause de ce qui est parti d'Internet, notamment une vidéo qui disait ce prof est un voyou, il a blasphémé, c'est scandaleux et il a discriminé les enfants musulmans. Au-delà du fait que cette vidéo était une fake news, a priori je vois pas grand-chose de litigieux, à part le fait que c'était diffamatoire. Je prends un autre exemple. Le président de la Fédération nationale de la chasse, Willy Schran, qui avait appelé effectivement à piéger les chats à une certaine distance des habitations, parce que les chats posent un problème, c'est vrai, pour la biodiversité. Il a reçu des menaces de mort. Il y en a une 6 qui ont été retrouvées et identifiées, comme quoi l'anonymat n'existe pas toujours, qui l'ont menacé de mort. Ils ont été condamnés à quoi? Des amendes et des stages de citoyenneté. Mais en fait, le problème, c'est que on n'est pas dans Minority Report. Vous savez, ce film où on arrête les gens avant qu'ils commettent le crime. Film qui vous plaît beaucoup d'ailleurs. Oui, et on a rebaptisé ça en français pré-crime. C'est ce qui veut vraiment dire ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, avec la question de l'islamisme radical, la question du terrorisme en général, et d'ailleurs d'autres phénomènes aussi, de la criminalité organisée, de pas mal d'autres choses, du trafic de drogue, etc. On aimerait évidemment pouvoir condamner les gens avant qu'ils ne commettent l'infraction, qu'ils ne livrent la marchandise, qu'ils ne tuent la personne, etc. Or, dans une société de liberté, on sait que ce n'est pas possible et même que ce n'est pas souhaitable. Il n'est pas souhaitable de dire voilà, vous avez une arrière-pensée qui semble douteuse, on va donc vous enfermer préventivement dans un centre de rétention administrative. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, si jamais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on tolère? Donc en fait, je suis pas d'accord là-dessus du tout. Moi, je trouve ça très glissant quand même. Je suis pas d'accord là-dessus. La vraie question, c'est-à-dire d'avoir plein d'abrutis sur Internet qui vous insultent en permanence, je m'en fous. Enfin, moi, j'en ai tout le temps. J'en ai rien à faire. Et je pense que c'est pas un enjeu, c'est-à-dire que les insultes quotidiennes. L'intérêt pour l'État, pour garantir la sécurité des biens et des personnes, en tout cas des personnes, on l'a vu dans l'attentat odieux contre Samuel Paty, c'est d'arriver à identifier
identifier le terroriste en puissance et d'arriver à identifier les messages qui relèvent de la radicalisation religieuse et de l'islamisme. Entre autres d'ailleurs, parce que les menaces de mort, ça peut aussi, même si c'est le terrorisme qui nous frappe sur le plan légal, la vidéo, vous êtes un voyou, etc. Sur le plan légal, elle pose pas de souci. Sur le plan, par contre, de la prévention du risque terroriste, elle pose un problème. Et il n'y a pas eu d'intervention. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Dans ce cas-là, alors là, c'est un autre débat, mais dans ce cas-là, c'est comment on arrive à mettre en place des mesures de prévention contre les actes terroristes. Et moi, je suis pour un chamboulement complet sur le plan du paradigme, c'est-à-dire que je veux qu'on réforme la Convention européenne des droits de l'homme, je veux qu'on réforme notre Constitution et qu'on puisse mettre en rétention administrative des personnes qui font l'apologie du terrorisme, qui font des menaces terroristes, qui font de l'islamisme. Ça, c'est certain. Mais je pense encore une fois, qu'elles soient françaises ou non, mais je pense encore une fois qu'on n'est pas exactement dans cette problématique. On est un tout petit peu en amont, effectivement, dans tout à fait ce que disait Jean-Marie, c'est-à-dire au moment où effectivement il y a des propos qui peuvent potentiellement laisser penser qu'il pourrait y avoir un risque, mais ce n'est pas caractérisé juridiquement pour qu'il puisse y avoir une action en justice et éventuellement une garde à vue, etc. C'est tout le problème. Mais quand on est en guerre, en fait, juste pour terminer, il y a une question très technique. Les réseaux, moi qui pratique les réseaux, y compris à un niveau professionnel où par exemple on fait des publicités, vous savez, sur Facebook, Instagram, etc. Il y a des procédures spécifiques, vous savez, où vous avez un compte, etc. Et si vous lancez une publicité quelconque, par exemple, avec une personne un peu dénudée, même un tout petit peu dénudée, qu'est-ce qui va se passer, vous savez? Eh ben, la promotion, la publicité ne sera jamais approuvée par le réseau. Vous pourrez faire appel, etc. Il y a eu des affaires également, vous savez, avec cette peinture dont le nom m'échappe tout de suite. L'origine du monde, pardon, bien sûr, de Courbet, qui a été censurée. Après, il y a eu toute une action en justice. Mais finalement, aujourd'hui, elle est reconnue par Facebook comme étant possible. Mais sinon, vous faites ça avec n'importe quoi d'autre, la publicité ne passera jamais. Ce qui est fou, c'est que donc aujourd'hui, vous faites la publicité d'un maillot de bain, une pièce d'une épaisseur plus large qu'une lame de rasoir. La publicité ne passera pas sur ces mêmes réseaux. Et par contre, vous faites un appel au meurtre, là potentiellement il n'y aura pas de censure. Et ça, c'est la réalité. Ce que je veux donc dire, c'est que ces réseaux, ils ont les moyens techniques de pouvoir. Non, en fait, le problème, c'est l'instantanéité. S'il y avait exactement les mêmes règles, s'il y avait cette règle de suspension, on pourrait régir. Il est évident que Facebook a sûrement des moyens d'agir, notamment techniques ou technologiques. Et c'est pas mon problème, en fait. Le problème, c'est qu'est-ce que la France est prête à imposer à des entreprises qui laissent passer des discours qui appellent à la haine sur notre territoire. Oui, non, mais la question, c'est savoir comment on arrive à identifier ce qui relève de la guerre. Le technique et le juridique aussi. Elle est là la vraie question. Est-ce que vous, dans ce cas-là, mais on a été dans la défaillance la plus complète. Enfin, on a quand même eu des menaces pendant près d'une semaine. Le recteur a été informé. Il n'y a eu aucune remontée de renseignement. Moi, je suis désolé. L'académie a failli. Il y a des responsabilités administratives, bien sûr. Et notamment, il n'y a pas eu de protection. Les renseignements viennent. Mais moi, je vise pas que les policiers. Non, mais je sais. Mais au-delà de ça, l'assassin, effectivement, était manifestement extrêmement radicalisé. La preuve, il sait, et ça faisait des mois sur le Twitter, sur son compte Twitter, qu'il se renseignait, demandait l'adresse de personnes qu'il a manifestement ciblées, avant justement qu'il ne finisse par trouver l'identité de Samuel Paty. Ce qui signifie qu'il cherchait une cible. Le truc, c'est que cet assassin, il n'était pas affiché. On n'a pas su l'identifier. On n'a pas su. Ça peut arriver. Mais ça, c'est un autre. Je sais que c'est un sujet fondamental et sur lequel on a beaucoup débattu cette semaine sur Sud Radio, et on y reviendra d'ailleurs sur l'antiterrorisme. Mais la haine en ligne, elle concerne largement l'antiterrorisme, mais pas que. Mais bien sûr, mais pas que, elle ne concerne pas l'antiterrorisme. Mais là, aujourd'hui, la vraie guerre, c'est pas contre le zozo qui est à poil derrière son ordinateur en train de boire une bière et qui dit vous êtes tous des cons. Ça, on s'en fout globalement. Franchement, on s'en fiche, c'est pas très grave. La guerre aujourd'hui, c'est comment on arrive à lutter contre des gamins de 18 ans qui mélangent drapeau d'Algérie, drapeau anti-LGBT et qui s'amusent à insulter tout le monde sur Internet, qui relaient des messages de haine. Vous imaginez quand même que lors de la commémoration pour Samuel Paty, il y a eu plusieurs milliers de morts de rire sur sa photo sur le réseau social d'Emmanuel Macron. Moi, je suis désolé, la première chose que je ferais, c'est que je serais à la tête des services antiterroristes, j'irai identifier chacune de ces personnes et je ferai une convocation judiciaire pour leur demander pourquoi. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Le problème, c'est qu'on voit rien. On a vu Marianne Schiappa là, nous sortir aujourd'hui encore un c'est-à-dire dans l'Obs, Marlène Schiappa annonce la création, je cite, d'une unité de contre-discours républicain sur les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. Il faut une lutte réelle. Il faut de la rétention administrative, il faut de l'expulsion. Je ne sais pas s'il faut que ça, mais en tout cas, pour moi, évidemment, il y a plein de choses qui peuvent être faites en amont. Encore une fois, c'est pas du pré-crime, mais on pourrait presque arriver à ça. Vous savez qu'on n'est pas dans du pré-crime, on est dans de la lutte
justement, je suis pas dans la critique de cela, au contraire. Vous savez qu'aujourd'hui, Instagram, enfin le groupe Facebook qui contient Instagram, WhatsApp, etc., peut aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Ça peut nous amener ailleurs, mais en fait, c'est parfaitement dans notre sujet. Avec l'ensemble des photos qui sont téléchargées chaque seconde depuis une bonne dizaine d'années sur tous ces réseaux, on pourrait demain détecter les gens qui, par exemple, ont des maladies grâce à l'ensemble, en comparant, etc., les gens qui sont en dépression, qui peuvent trouver, etc. Ce que je veux donc dire, c'est que l'algorithme de ces réseaux est extrêmement puissant. S'il y avait une collaboration technique plus importante, plus étroite, avec la police, par exemple, est-ce qu'on est obligé de demander l'autorisation à Facebook ou à M. Zuckerberg de bien vouloir collaborer avec la police? Non, c'est pas l'obligation dans cette hypothèse-là. Il s'agirait vraiment d'instaurer une collaboration qui soit obligatoire dans les cas de ce type-là. Est-ce qu'on peut demander des comptes à Facebook, par exemple? C'est une entreprise privée, bien sûr. Elle opère en partie sur le territoire français. Une bonne partie de ses revenus sont issus de notre territoire. À partir du moment où elle opère en France, si demain vous ouvrez un site au Panama et que vous livrez une information même en ligne, même purement numérique en France, vous êtes en partie régi par le droit français, bien sûr. Maxime. Donc ça peut s'appliquer de manière distributive. Non, mais la vraie question, c'est la guerre. La vraie question, c'est comment on lutte réellement aujourd'hui contre l'islamisme. Il est là le vrai problème aujourd'hui. Moi, on parle des moyens techniques. La vraie inquiétude que j'ai, c'est-à-dire que les Français sont en train de se rendre compte que l'État est plus capable d'assurer leur sécurité. Bon, on a eu un prof qui s'est fait égorger. Demain, on aura qui ? Voilà. Et à force, les Français vont se dire je vais me faire justice tout seul, je vais me défendre tout seul. Et c'est ce qu'on appelle d'avoir des guerres civiles. Et moi, c'est vraiment ce que je crains aujourd'hui. C'est-à-dire que les réactions m'ont choqué vendredi soir. Premièrement, par des gens qui étaient là en disant oui, mais il aurait peut-être pas dû présenter les caricatures à ses élèves. Ça, c'est une honte totale. Et là, il y a une complicité intégrale d'une partie de la presse, notamment de Cyril Hanouna et de certains qui, à demi-mot, dénoncent à chaque fois qu'il y a des atteintes à la liberté d'expression. Enfin, c'est complètement honteux. Mais surtout, c'est qu'il y a strictement rien qui est fait pour empêcher cette guerre civile qu'on nous annonce, c'est-à-dire d'être en capacité d'assurer la sécurité des Français et d'avoir des actions préventives. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'état de droit a complètement neutralisé la capacité de réaction de l'État. Dès qu'un gouvernement veut agir, vous avez le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme qui vient dire non, parce qu'il y a un grand principe international ou constitutionnel qui nous empêche d'agir. Excusez-moi, mais tous les islamistes qui ne sont pas de nationalité française, demain, il faudrait les expulser. Le problème, c'est qu'on sait pertinemment que s'il n'y a pas un trouble réel à l'ordre public identifié sur cette personne, on ne peut pas légalement l'expulser. Et on verra d'ailleurs si les 200 et quelques personnes radicalisées dont Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé l'expulsion, seront effectivement expulsées, ce qui n'est pas encore certain. J'aimerais vous remercier tous les deux. Merci. Frustré, Tom Conat, je suis désolé, mais ce sera le mot de la fin pour Maxime. Comme toujours, merci à tous les deux d'être intervenus dans Les Vraies Voix qui font bouger la France. Maxime Thiebaud, docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, c'est publié chez VA Presse. C'est Tom Conat, artiste, écrivain, auteur du livre Radical, je précise, radical dans le bon sens du terme, les amis. C'est publié chez Albin Michel. La suite des Vraies Voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Dans un instant, vous retrouverez Aurélie Planex sur Sud Radio et sur Bismart. Elle reçoit Edgar Gros-Piron, champion olympique français de ski acrobatique, s'il vous plaît.